Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse. C'est le thème de la première édition des journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces journées vont servir de cadre de réflexion et de découverte sur l'importance de ce sous-secteur de l'enseignement. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la dynamique chat qui s'invite dans la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Christelle Rodongo-Aliosa et ses amis étaient au CEG1 de Boycon pour informer et sensibiliser les apprenants. Les échanges ont porté sur la thématique des violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi sur le cancer du sein. Et d'une sensibilisation à une autre, nous parlerons du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui était ce lundi à l'École nationale d'administration pour une causerie débat avec les étudiants. C'est dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Première édition des journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle du 9 au 13 décembre 2024. Ces journées vont servir de cadre de réflexion et de découverte sur l'importance de ce sous-secteur de l'enseignement. Les assises s'articulent autour du thème développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse. Un rendez-vous pris par les acteurs de l'éducation impliqués dans ce sous-secteur de l'enseignement. Nous allons suivre. Mettre en lumière l'importance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, c'est l'objectif de ces journées dédiées entre autres aux apprenants, parents et professionnels du secteur privé. Nous émettons le souhait que ces journées soient une mobilisation des acteurs publics et privés de l'UFTP, une célébration des talents, une révélation des opportunités et un éclairage sur les perspectives qu'offre incontestablement l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a entrepris plusieurs réformes ayant pour but de révéler les UFTP. Malgré les résultats produits par ces réformes, de nombreux défis restent à relever. Dans ce cadre, l'AFD réaffirme son engagement et celui de tous les partenaires techniques et financiers aux côtés du Bénin pour soutenir des réformes ambitieuses et innovantes. Nous continuerons à mobiliser nos ressources financières et techniques, mais aussi à favoriser le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques au niveau régional et international. L'ambition du gouvernement est d'avoir environ 70% des apprenants dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle à l'horizon 2030 via la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'UFTP, ce qui confirme la pertinence de ces journées. L'ambition est d'en faire une référence dans la sous-région et de la hisser au rang d'une rencontre internationale au cours de laquelle les participants viendront des 4 coins du monde pour discuter des enjeux et défis de l'UFTP et mettre la lumière sur les avancées en la matière. Pour les jeunes ici présents, je dirais ceci. Avec l'UFTP, vous avez les clés pour ouvrir les portes de l'avenir. Et pour les sceptiques, je rajouterai, si vous hésitez encore, regardez le monde autour de vous. Même un bon chef d'orchestre a besoin de musiciens bien formés. Développement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse, c'est la thématique principale de ces journées. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite des stands installés sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Sur le plan diplomatique, l'envoyé spécial du roi de l'Eswatini, ex-Swaziland, était au cabinet du ministre des Affaires étrangères ce lundi 9 décembre 2024. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, les sujets d'intérêt commun qui engagent la vitalité des relations entre les deux États. Nous allons suivre. Le ministre de la fonction publique de l'Eswatini est reçu ici par le ministre béninois des Affaires étrangères ce lundi 9 décembre 2024. Dans son style vestimentaire peu ordinaire,
L'envoyé spécial du roi Mswati III est à Cotonou pour un moment de discussion avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ce tête-à-tête a permis à Olusegun Ajadi Bakari et l'émissaire du roi de l'Eswatini de revisiter la qualité des relations bilatérales qui existent entre les deux pays depuis de longues années et d'explorer de nouvelles perspectives dans divers domaines clés, notamment les transports, l'environnement, l'agriculture, l'économie maritime ainsi que le développement économique et social. Enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, l'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Dernière monarchie absolue d'Afrique, le régime est néanmoins doté d'une constitution qui codifie la coutume. Ses ressources agricoles et ses richesses minières lui ont permis d'atteindre une relative prospérité, le produit national brut par habitant étant l'un des plus élevés d'Afrique. En termes de perspectives économiques, l'Eswatini a fait un bond de 0,5% en 2022 à environ 4,8% en 2023, tiré par l'amélioration des performances du secteur des services. La demande globale est largement alimentée par la consommation qui constitue 84% du PIB et par l'investissement qui représente 13% du PIB. L'Eswatini est membre de la communauté de développement d'Afrique centrale et du Commonwealth. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont convenu d'un soutien mutuel au sein des organisations internationales, notamment l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Le royaume d'Eswatini est candidat au poste de commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable. Aucune déclaration n'a été faite au terme de cette audience. Une deuxième personnalité reçue en audience ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de Djibouti. Il est porteur d'un message de son président. Les ministres Olusegun Ajadi Bakari et Omar Abdi Saïd ont exploré à l'occasion plusieurs sujets de coopération et au cours de cette audience, il a été rappelé la bonne santé des relations entre les deux pays. Reportage. Candidat au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine, le Djibouti veut compter sur le soutien du Bénin. C'est ce qui justifie la présence à Cotonou de Omar Abdi Saïd. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a été reçu en audience par le ministre béninois des Affaires étrangères ce lundi 9 décembre 2024. Omar Abdi Saïd est porteur du message de son président qui demande de vive voix la caution du Bénin pour permettre à son pays de décrocher la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères et sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération. Mais l'essentiel de ma visite ici, c'est que, comme vous le savez, nous avons un candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence Son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, qui est ministre actuel des Affaires étrangères de Djibouti. Donc nous sommes venus ici pour demander le soutien de la République du Bénin, en l'occurrence au président de la République béninoise. Le ministre béninois des Affaires étrangères va se charger de porter le message au chef de l'État, Patrice Talon. Le Bénin et le Djibouti restent deux pays frères. Ils ont signé il y a quelques mois un accord historique qui vise à exempter les titulaires de passeports diplomatiques de service des deux pays. Ceci pour renforcer les liens de coopération entre le Bénin et le Djibouti. D'une audience à une autre, allons maintenant au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, où la nouvelle ambassadrice de France au Bénin a été reçue par le président Edouard Loko. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact, un rendez-vous qui leur a permis de faire le tour de plusieurs sujets. Il s'agit entre autres des réformes en cours dans le secteur de l'audiovisuel au Bénin. Suivant. Je fais des visites de courtoisie et je sollicite des audiences
aux personnalités, aux membres du gouvernement, aux ministres bien sûr, mais aussi aux personnalités, et le président de la HAC est le premier président d'institution que je rencontre aujourd'hui. Alors, écoutez, moi je suis plus là pour écouter les présidents d'institutions, mais nous avons abordé plusieurs sujets. Premier, un petit peu les réformes dans le secteur de l'audiovisuel qui sont en cours au Bénin, donc un petit peu l'état d'avancement de ces réformes. Nous avons longuement parlé aussi de formation des journalistes, et notamment avec Canal France International, CFI, qui appartient au groupe France Média Monde. Vous connaissez RFI, France 24 et CFI. Nous avons parlé aussi de lutte contre la désinformation et échangé à ce sujet. Puis nous avons enfin abordé le rôle de la HAC au moment de la campagne électorale, puisque ça m'intéressait, venant d'arriver, de comprendre un petit peu quelles étaient les missions et le rôle de la HAC. Étudiants sensibilisés sur les manifestations de la corruption, une équipe du Haut Commissariat à la prévention de la corruption était ce lundi à l'École nationale d'administration pour une causerie débat avec les étudiants en première année d'administration générale. Jacques Migan a entrepris depuis quelques jours une série de rencontres avec les différentes composantes de la société, dont les jeunes. C'est dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Reportage. Le slogan du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, repris à l'unisson par ses étudiants comme une mise en condition et un engagement à l'entame de cette causerie débat. Un moment d'échange interactif entre les initiateurs de la rencontre et des apprenants sensibilisés ici sur le trafic d'influence, le favoritisme, l'abus de confiance, la concussion, bref, sur l'ensemble des différents visages que présente la corruption dans notre société. Je pense que ces initiatives peuvent nous permettre, nous, la couche juvénile montante, à mettre fin à la corruption parce que ceci est un frein au développement durable et je pense que nous devons admonester ceux qui pratiquent cette corruption. Il est attendu de ces étudiants un changement de mentalité à tous les niveaux. En tant que relève de demain, ils se doivent de prendre en compte dans leur quotidien la culture de l'intégrité et dans leur vie future la quête permanente de la transparence. Un peu plus tôt dans la journée, la délégation conduite par Jacques Migan était au lycée Koulibaly pour la même cause. Nous avions compris désormais que si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait que nous passions par nos enfants, les jeunes. Et demain, nous serons à l'école primaire de Ouida pour recommencer le même exercice. Et cet exercice, nous le ferons sur toute l'étendue du territoire. Une série de rencontres initiées en faveur de la jeunesse pour donner du contenu à la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce 9 décembre 2024 sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la dynamique chasse invite dans la campagne. Le groupe de femmes conduit par Christelle Rondonougo-Alioza était au CEG1 de Boycon pour informer et sensibiliser les apprenants. Les échanges ont porté sur la thématique des violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi sur le cancer du sein. Voici le compte rendu d'Imet Hélène Amosso. Dynamique Tcha joue les prolongations dans la célébration du mois d'octobre rose. Après Porto Novo, le groupe de femmes leaders était à Boycon, au collège d'enseignement général 1 de la ville. Christelle Rondonougo-Alioza et ses alliés sont allés sensibiliser les apprenants. Avec l'aide d'un docteur, jeunes garçons et filles de cet établissement ont été entretenus sur le cancer de sein et surtout comment faire pour prévenir la maladie. Les élèves ont suivi la présentation avec beaucoup d'intérêt. Ils ont mieux compris le cancer du sein et appris comment on fait l'autopalpation, le dépistage, la mammographie qui font partie des moyens de prévention de la maladie. Une maladie cancéreuse dont le cancer du sein, plus tôt elle est détectée et plus
elle a la chance d'être guérie. L'autre thématique ayant meublé les échanges porte sur les violences faites aux femmes. En plus de les informer et de les sensibiliser, l'objectif visé en abordant le sujet est de faire de ces apprenants des ambassadeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Dans leur milieu d'apprentissage de vie et partout où ils passent désormais, ces élèves sont appelés à porter le message. Aujourd'hui, dans notre pays, les violences qui sont bien connues, c'est surtout les violences conjugales. Et donc, certainement que plusieurs enfants ont été témoins des violences exercées, peut-être par le conjoint sur la conjointe, le père sur la mère et peut-être aussi la mère sur le père. Mais nous sommes venus fondamentalement leur dire que et hommes et femmes, les deux sexes doivent cohabiter. Cohabitation et que même ces violences peuvent s'opérer et s'observer même dans les établissements, dans les salles de classe, où les garçons à des moments donnés veulent exprimer leur suprématie sur les jeunes filles. Et donc c'est au bas âge que ces pratiques-là commencent. Et donc nous sommes venus dans un cadre d'éducation. Ici, l'auditoire est composé des responsables de classe de la 6e en terminale, de l'équipe de direction de l'établissement aux apprenants. Tous saluent l'initiative et avouent avoir énormément appris des différentes communications. Je remercie vraiment Madame Christelle Ndongo parce que vraiment j'ai vu en elle une femme forte. Je souhaiterais être comme elle parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont admises à faire ce qu'elle vient de faire. C'est une séance, c'est une journée qui nous a apporté beaucoup de nouvelles informations et nous aurions souhaité que régulièrement elle passe nous entretenir la jeunesse. Nous avons près de 4000 élèves. C'est heureux que des structures comme ça, la dynamique CHA pense à nous, que la dynamique CHA soit avec nous. Il faut qu'elle revienne encore parce que là, c'est juste un petit nombre. Il reste beaucoup d'autres élèves qui ont besoin aussi d'être informés. Organisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la rencontre a été suivie d'une séance de dépistage initiée au profit des apprenantes du second cycle. Parlons à présent de la formation initiée au profit des opérateurs économiques sur la valorisation de la marque pour la performance de leurs entreprises, une initiative de l'OAPI soutenue par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit pour les organisateurs de renforcer les capacités des participants en stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante. Suivant. La structure nationale de liaison de l'OAPI épaulée par le ministère de l'Industrie et du Commerce éclaire les opérateurs économiques sur un détail non moins important dans la prospérité de leur entreprise. La stratégie de valorisation de la marque se présente ici comme une plus-value pour mettre l'entreprise sur la voie de la compétition et de l'excellence. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations. La marque de produit ou de service est une création par laquelle les entreprises se distinguent sur le marché. Elle est une référence de choix du consommateur et de visibilité pour l'entreprise. Cette formation est faite de façon interactive assortie de diverses communications. La leçon enseignée stipule que la marque conduit à la renommée du produit dans un contexte de concurrence, de conquête de marché et de recherche de monopole. Pour les participants, la formation est bienvenue. Pour ce qui concerne les marques, aujourd'hui, je viens de réaliser qu'il y a assez de subtilité autour de la question de marque qu'il faudrait réellement connaître. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'opérateur économique, nous parlons souvent de marque, mais sans réellement connaître tous les contours, ce qui plonge la majorité des marques sur le marché. Aujourd'hui, je retiens en réalité que pour que ta marque se démarque des autres marques sur le marché, il faut que ce soit une marque assez forte, une marque qui parle, une marque expressive, j'allais dire, et qui parle de vous derrière vous, en votre absence. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. C'est vrai qu'il y en a qu'on connaissait déjà, mais vous savez, on ne cesse pas d'apprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma présence a été d'une utilité ici, parce que déjà, à écouter les intervenants dans la salle tout à l'heure,
on constate que jusqu'à l'instant où nous parlons, il y a toujours de petites confusions qui planent quand il s'agit de la marque des entreprises chez nous, en Afrique et plus précisément au Bénin. Les réflexions tournent autour du thème « Quelle stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante ?» et les participants sont invités à protéger leur marque pour l'atteinte de leurs objectifs dans leur secteur d'activité. 200 enfants provenant de 3 orphelinats étaient aux Anges le week-end écoulé. Ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont joué, bref, ils se sont bien amusés grâce à la fondation Erevan qui a ouvert le bal des fêtes de Noël en ce début de mois de décembre. Retour en images sur les moments forts de l'événement. La joie était à son comble pour ces petits-enfants conviés à cette célébration de la fête de Noël. 200 au total, ils proviennent de 3 orphelinats partenaires de la Fondation Erevan, à savoir Évasion Planète, Les Archanges et Demeure d'Amour. C'est l'Erevan qui nous a amenés ici pour fêter la Noël avec les amis de Calavi. Je suis venue ici pour jouer avec mes camarades et on a fait des messes et on a mangé et ils nous ont partagé pain et jus. La célébration est rééditée pour une 3e fois et le centre commercial Erevan d'Abomey-Calavi se réjouit d'abriter les 2 dernières éditions. Avant la remise des cadeaux, les enfants ont eu droit à plusieurs activités pouvant leur permettre de développer leur intelligence. Il s'agit entre autres des jeux ludiques et des ateliers de pâtisserie. Moi, j'ai fait le jeu de lancer de balles. À l'Erevan, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné. Merci pour nous avoir amenés ici. Merci aussi pour les cadeaux. Cette période, je dirais, les enfants sont souvent laissés pour compte. Donc, Erevan a décidé d'impacter un peu ce milieu-là. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. La Fondation Erevan est une association à but non lucratif. Elle est opérationnelle sur le territoire national depuis plus de 2 années déjà et intervient dans l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.